Quand on pense à l'Inde coloniale, l'image qui vient tout de suite, c'est celle de l'Empire britannique. Le Raj, Kipling, tout ça. Oui, c'est l'image d'Épinal. Exactement. Mais si on imagine un instant que l'histoire avait pris un autre chemin, que des centaines de millions de personnes aujourd'hui en Asie du Sud parlent français, avec un accent local bien sûr, et que ce soit Paris et non Londres le centre de leur monde culturel. Eh ben, c'est une possibilité qui a vraiment failli exister. On a tendance à voir l'histoire comme une ligne droite, mais c'était loin d'être le cas. Ah non, c'est beaucoup plus chaotique. Beaucoup plus. L'histoire européenne en Inde, elle est incroyablement complexe. Bien avant les Anglais, et même à côté d'eux, d'autres puissances ont laissé une empreinte profonde et durable. Les Portugais, les Hollandais et, évidemment, les Français. Et c'est justement l'objet de notre analyse aujourd'hui. On va s'appuyer sur les sources qu'on a pu consulter pour explorer ces histoires parallèles, ces futurs qui n'ont pas eu lieu. On va voir comment ces autres colonisateurs ont façonné des régions entières et laissé un héritage qui parfois survit de manière assez surprenante. C'est parti. Alors, commençons par les premiers arrivés, les Portugais. On connaît tous le nom de Vasco de Gama, bien sûr, mais les sources insistent sur un autre personnage, Alfonso de Albuquerque. C'est lui, le vrai architecte de leur empire. Absolument. Vasco de Gama, il a ouvert la route, si on veut. Mais c'est Albuquerque qui a bâti la maison. C'est lui qui, au tout début du XVIe siècle, va conquérir Goa et en faire la capitale de l'Estado da India, l'État portugais de l'Inde. Et ce qui est fascinant, c'est leur stratégie. Ah oui, c'est un point central des documents, ça. Il ne s'agissait pas du tout de conquérir de vastes territoires à l'intérieur des terres, comme on l'imagine. Ils n'en avaient ni les moyens, ni l'envie, j'imagine. Précisément. Leur modèle, c'était un empire maritime, un réseau de points de contrôle. Ils ont créé toute une chaîne de comptoirs fortifiés, les fameuses Fetoria, le long des côtes. D'accord. L'idée, ce n'était pas de gouverner les Indiens, c'était de contrôler les routes commerciales. Ils sont devenus les intermédiaires, les intermédiaires incontournables du commerce des épices, des textiles, bref, de tout ce qui avait de la valeur entre l'Asie et l'Europe. C'était un empire commercial avant tout, pas territorial. Un empire sans territoire. Ça semble incroyablement précaire comme modèle. Et les grands empires indiens de l'époque, les Moghols par exemple, comment est-ce qu'ils voyaient ça, monsieur? Ces petites enclaves sur leurs côtes? Bah, au mieux, comme une nuisance mineure. Pour les Moghols, ces Européens étaient des marchands un peu turbulents, mais confinés dans leur fort. Zéro menace existentielle. Mais vous avez raison, le système était fragile, très fragile, Ils reposaient sur quoi alors? uniquement sur leur supériorité navale. Et donc, dès qu'un concurrent plus efficace est arrivé sur les mers, eh bien, tout l'édifice a commencé à vaciller. Et ce concurrent, ce sont les Hollandais. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus? Comment ils ont fait pour les déloger si vite au XVIIe siècle? Deux choses, Eve, l'organisation et la motivation. Le modèle portugais, c'était un monopole de la couronne. C'était lourd, bureaucratique, souvent corrompu. Les Hollandais, eux, arrivent avec une innovation qui va changer la face du monde, la société par action. La fameuse VOC. La fameuse compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. C'était une entreprise privée, financée par des milliers d'investisseurs et obsédée par une seule chose, la rentabilité, l'efficacité. Ils ont tout simplement étranglé le commerce portugais. Et Goa, la grande capitale. Goa, la Jérusalem de l'Orient, comme on l'appelait, est devenue le vestige un peu mélancolique d'un empire en plein déclin. Un empire qui s'est quand même maintenu jusqu'au XXe siècle. Et même en déclin, ils ont laissé des traces. On pense tout de suite à la religion, évidemment. Oui, c'est l'héritage le plus visible. Le catholicisme s'est implanté très durablement, surtout sur la côte ouest. Et on trouve encore aujourd'hui des millions d'Indiens avec des noms de famille portugais. Almeida, da Costa, Fernandes. Mais les sources nuancent un peu ça. Elle nuance beaucoup, oui. La conversion ne signifiait pas une allégeance aveugle au pouvoir colonial, loin de là. C'est-à-dire? L'Inquisition de Goa, par exemple, elle était d'une brutalité extrême. Elle a poussé de très nombreux catholiques locaux à fuir. Et ils trouvaient refuge où, à votre avis? Chez les princes voisins. Exactement. Auprès de souverains hindous ou musulmans qui, eux, leur garantissaient la liberté de culte. C'est un paradoxe fascinant. Des catholiques indiens qui fuient une puissance catholique pour être protégés par des princes d'autres confessions. Ça montre toute la complexité de l'identité goanaise qui se forgeait à cette époque. Alors, les Portugais créent ce modèle commercial un peu fragile, mais efficace pour un temps. Et on imagine bien que d'autres puissances, en voyant ça, se sont dit « on peut faire mieux » et surtout plus rentable. C'est là que les Hollandais arrivent. C'est exactement ça. La V aussi, c'est une machine de guerre commerciale. Et il y a une anecdote dans les sources qui est très révélatrice. Ah oui? Les souverains indiens, ils avaient l'habitude de traiter avec des rois, des empereurs. Ils ne comprenaient pas du tout le concept d'une société privée. Attendez, comment ça? L'idée d'une entité commerciale abstraite, ça ne passait pas? Pas du tout. Pour eux, un traité, ça se signe entre deux personnes, deux souverains. Alors ils signaient des accords avec un certain Monsieur Compagnie. Non.
Si. Ils avaient personnifié l'entreprise. Ils s'imaginaient un dirigeant européen très puissant qui s'appelait Compagnie. Ça en dit vite très long sur le choc des cultures, hein. C'est incroyable. Et ce monsieur Compagnie, lui, il n'avait pas les mêmes objectifs que les Portugais. L'Inde, ce n'était pas la destination finale. Non, pas du tout. Pour les Hollandais, l'Inde, c'était une base d'opération. Leur véritable cible, le jackpot, c'était les îles aux épices, l'Indonésie actuelle. Le clou d'Irofle, la noix de muscade. Voilà. L'Inde, et surtout Ceylan, l'actuel Sri Lanka, qu'ils ont arraché aux Portugais, ça servait de verrou stratégique et de source d'approvisionnement. D'ailleurs, ils ont contrôlé Ceylan pendant près de 150 ans. Ils y ont même laissé un groupe ethnique unique, les Burghers, des descendants de Hollandais, protestants. On a souvent cette image d'une supériorité technologique européenne qui aurait été écrasante dès le départ. Mais les sources remettent pas mal ça en question, notamment avec une défaite hollandaise assez cuisante. C'est un point absolument crucial. Sur mer, oui, les Européens dominaient. Mais sur terre, c'était une toute autre histoire. Vraiment. Les armées des grands empires indiens avaient des armes à feu, des canons, parfois de meilleure qualité que ceux des Européens. Et les forces européennes étaient minuscules, quelques centaines d'hommes. Si l'empereur moghol l'avait voulu, il aurait balayé tout le comptoir européen en quelques semaines. Et cette fameuse défaite hollandaise, elle illustre ça parfaitement. Oui, c'est la bataille de Colachel en 1741. Le Maharaja de Travancore, un petit royaume du Sud, a infligé une défaite humiliante à une force hollandaise. Le commandant européen a même été capturé. Il y a une gravure de l'époque qu'il montre à genoux devant le Maharaja. Incroyable. Cet événement a mis un coup d'arrêt total à l'expansion hollandaise en Inde. Ils ont compris que la diplomatie et le commerce, c'était beaucoup plus sûr que la confrontation directe. Ce qui nous amène logiquement aux Français. Ils arrivent un peu sur le tard. Et pendant longtemps, ils ne sont qu'un acteur parmi d'autres. Mais tout bascule au milieu du XVIIIe siècle. Oui, le pouvoir central en Inde s'effondre. C'est le moment clé. En 1707, la mort du grand empereur moghol Aurangzeb plonge l'Inde dans le chaos. L'empire se fragmente, les gouverneurs deviennent indépendants. Des seigneurs de guerre apparaissent. C'est une guerre de tous contre tous. Et pour les compagnies européennes, c'est une crise. Une crise terrible, au début. Plus de commerce stable, plus d'autorité à qui parler. Mais dans cette anarchie, un homme va voir une opportunité historique. Un Français, Joseph-François Dupleix. Et là, on assiste à une véritable révolution stratégique. Les sources le présentent vraiment comme l'architecte du système colonial, celui qui a inventé la méthode que les Anglais allaient ensuite copier. C'est presque ironique en fait. C'est complètement ironique. La France, la grande rivale, qui offre involontairement à la Grande-Bretagne le mode d'emploi pour conquérir l'Inde. C'est une idée contre-intuitive, mais c'est tout à fait juste. Dupleix a compris que dans ce chaos, une petite force bien organisée pouvait devenir l'arbitre de tous les conflits. Et il a mis au point une méthode redoutable, en 3 temps. Alors décortiquons-la. Première étape, L'outil militaire. Il a systématisé la création d'armées de soldats indiens, les fameux sipais, entraînés à l'européenne, encadrés par des officiers européens. d'accord. Et soudain, la Compagnie française des Indes n'est plus une simple entreprise. Elle devient une puissance militaire locale de premier plan. Ce qui leur donne une force de frappe énorme sans avoir à faire venir des milliers de soldats de France. Logique. Et la deuxième innovation? Changer de business model. Dupleix se dit « Pourquoi se contenter de vendre des tissus quand on peut vendre de l'influence politique ?» Il commence à pratiquer ce qu'on appelle la médiation armée. C'est-à-dire qu'il loue ses troupes. Exactement. Il loue ses sipais aux plus offrants dans les guerres de succession qui déchirent les royaumes indiens. En échange, il place ses protégés sur le trône, et eux, évidemment, le couvrent d'or et de privilèges. C'était bien plus lucratif que le commerce. La compagnie devient un faiseur de rois. Et la troisième idée, la plus radicale. C'est l'aboutissement de sa logique. Une fois qu'on a mis un prince sur le trône, pourquoi se contenter des cadeaux qu'il nous fait? Puisqu'on contrôle le territoire militairement, pourquoi ne pas collecter les impôts nous-mêmes? Ah oui, carrément. C'était ça l'idée de génie. Se substituer à l'administration locale. Bref, prendre la place des Moghols. Ne plus être des marchands, mais des souverains. Et ça a marché. À la fin des années 1740, Dupleix était le maître du sud de l'Inde. Pondichéry aurait pu devenir la capitale d'un empire français. Alors, pourquoi ça a échoué? Pourquoi l'histoire a retenu Robert Clive, l'anglais, et pas Dupleix? Parce que ce conflit local s'est retrouvé aspiré par un conflit mondial. La guerre de 7 ans. La première vraie guerre mondiale entre la France et la Grande-Bretagne sur tous les continents. Et pour Versailles, l'Inde, c'était secondaire. Très secondaire. Pour Louis XV, le Canada, les îles à sucre des Caraïbes, c'était bien plus important. Il n'a jamais vraiment soutenu Dupleix, ni financièrement, ni militairement. Les Anglais, eux, ont compris l'enjeu. Ils ont copié la méthode Dupleix, ils y ont mis plus de moyens, et ils l'ont appliqué au Bengale, la région la plus riche de l'Inde. Et c'est ça qui a été le point de départ de leur empire. Dupleix a eu l'idée. Mais ce sont les Anglais qui avaient les moyens et la volonté politique de la mettre en œuvre. Le grand rêve impérial français en Inde était donc terminé. Mais pas complètement effacé. Il restait ces confettis d'empire, comme Pondichéry. Et on pourrait penser qu'ils n'avaient plus aucune importance, mais pas du tout. Ils ont joué un rôle assez inattendu. Exactement. L'influence française a survécu de 2 manières. D'abord, à travers des individus, des aventuriers, des mercenaires, qui ont mis leur savoir-faire militaire au service des derniers princes indiens qui luttaient contre les Anglais.
Il y a l'exemple de Tipou Sultan qui est fascinant. Il rejoint un club jacobin. C'est une image incroyable, hein. Le citoyen Tipou. On a l'impression que les idées de la Révolution française voyageaient bien plus loin et plus vite qu'on ne le pense. Ah, mais complètement. Tipou Sultan, le grand ennemi des Britanniques dans le Sud, était fasciné par la Révolution. Il y voyait une alliance potentielle. On a aussi des personnages extraordinaires comme Walter Reinhardt, un mercenaire qui finit par se tailler sa propre petite principauté. Et même plus tard, dans les années 1820, le grand Maharaja Sikh du Punjab engage d'anciens généraux de Napoléon pour moderniser son armée. Et la deuxième forme de survie, c'était donc le rôle des comptoirs eux-mêmes. Pondichéry, Chandernagore. Au XIXe et au début du XXe siècle, ces territoires sont devenus une tiers-guerre, une véritable épine dans le pied du Raj britannique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de traité d'extradition pour les crimes politiques entre la France et la Grande-Bretagne. Du coup, ces comptoirs sont devenus un refuge pour tous les nationalistes et les révolutionnaires indiens. Donc, si je comprends bien, un révolutionnaire à Calcutta, recherché par la police anglaise, pouvait juste traverser la rue pour se retrouver à Chandernagore, en territoire français, et être en sécurité. C'est exactement ça. C'était une sorte de Suisse pour révolutionnaires indiens. Le célèbre philosophe Sri Aurobindo, par exemple, s'est réfugié à Pondichéry pour échapper aux Britanniques. C'est là qu'il a fondé son ashram qui existe toujours. Ces petits territoires français ont joué un rôle de sanctuaire pour la pensée anticoloniale. Faisons un grand saut dans le temps, on arrive en 1947. L'Inde britannique devient indépendante. Le Pakistan est créé. Mais il reste ses enclaves. Que deviennent les possessions françaises et portugaises? Pour la France, la décolonisation s'est faite en douceur. Disons que dans les années 50, après la défaite en Indochine, Paris a bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt à s'accrocher à ces quelques villes. D'accord, c'était pragmatique. Très pragmatique. Des négociations ont eu lieu avec le gouvernement de Nehru et les territoires ont été intégrés à l'Inde en 1954, après un référendum. Ils ont gardé un statut particulier, une identité culturelle forte. C'est encore très visible à Pondichéry aujourd'hui. Mais pour le Portugal, c'est une toute autre histoire. On passe d'une transition pacifique à une confrontation militaire. Oui, parce que là, on a affaire à un régime complètement différent. Le Portugal des années 50, c'est la dictature de Salazar, un nationaliste intransigeant. Et pour lui, l'empire, c'est un et indivisible, de Lisbonne à Goa. Il refuse catégoriquement de négocier. Et il a un argument juridique pour ça qui est assez surprenant. C'est un argument pour le moins audacieux. Salazar soutient que le Portugal a conquis Goa en 1510, c'est-à-dire avant même la fondation de l'Empire moghol. D'accord. Et comme l'Inde indépendante est héritière du Raj britannique, qui était lui-même l'héritier des Moghols, eh bien, selon sa logique, l'Inde n'a aucune revendication historique sur Goa. C'est une contorsion juridique assez spectaculaire pour ignorer 4 siècles d'histoire. Oui, et le principe d'autodétermination des peuples, oui. Il était prêt à se battre. Pour lui, céder Goa, c'était créer un précédent qui menacerait tout son empire en Afrique. C'était une question de principe. Sauf que le contexte international n'était plus le même. Plus du tout. On est en pleine décolonisation. En décembre 1961, après des années de diplomatie infructueuse, Nehru perd patience. Avec le soutien de l'Union soviétique et la neutralité des États-Unis, l'armée indienne lance l'opération Vijay et envahit Goa. Et Salazar ordonne à ses troupes de résister jusqu'à la mort. Oui, il leur ordonne de se battre jusqu'au dernier homme, pour l'honneur. Mais le gouverneur portugais sur place, un certain Vassalo et Silva, y voit bien que la résistance est futile, que ça ne mènera qu'un bain de sang inutile, et il prend sur lui de désobéir. Il se rend? Il se rend, après moins de 2 jours de combat. Salazar le considérera comme un traître jusqu'à la fin du régime. C'est un drame humain assez poignant. Et les habitants de Goa dans tout ça, que voulaient-ils, eux? Ils n'étaient certainement pas attachés au régime de Salazar, mais ils étaient très attachés à leur identité. Une identité unique, forgée par 450 ans d'histoire séparée du reste de l'Inde. Ils ne voulaient pas être juste absorbés. Exactement. Ils ont donc milité, et avec succès, pour que Goa devienne un État à part entière au sein de l'Inde. Pour la reconnaissance de leur langue, le konkani, pour la protection de leurs lois. Culturellement, même si l'Inde portugaise a cessé d'exister politiquement en 61, elle est loin d'avoir disparu. Le Portugais lui-même n'a reconnu l'annexion qu'en 1974, après sa propre révolution. Alors, si on fait le bilan, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'histoire de l'Inde coloniale est tout sauf un monolithe britannique. C'est une mosaïque incroyablement complexe où d'autres mondes européens ont non seulement existé, mais ont aussi laissé des empreintes uniques et parfois totalement contre-intuitives. C'est tout à fait ça. Les Portugais ont créé une culture hybride indo-européenne qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les Hollandais ont démontré la puissance redoutable du capitalisme d'entreprise. Et les Français? Les Français, via Duplex, ont involontairement donné aux Anglais le plan de conquête qui allait leur permettre de bâtir le plus